En 58 avant Jésus-Christ débute une série de campagnes militaires qui changera le cours de l'histoire et qui façonnera l'Europe. D'un côté, nous avons Vercingétorix, un Gaulois qui compte bien ne pas se laisser faire, et de l'autre, Jules César, un fin stratège plein d'ambition. On ne connaît que très peu la vie du Gaulois. La seule source primaire que nous avons de lui vient du commentaire sur la guerre des Gaules qu'a écrit Jules César lors de sa conquête. De plus, les Gaulois ont la fâcheuse tendance à ne pas laisser de traces écrites. Nous connaissons leur vie que de par les écrits des Grecs ou des Romains, qui ne sont d'ailleurs pas très objectifs. Vercingétorix est né vers 82 avant Jésus-Christ, à Gergovie, dans la tribu Arverne, c'est en actuelle Auvergne. Son nom interroge beaucoup et il s'avère que Vercingétorix ne soit qu'un titre signifiant grand roi des guerriers. Et finalement, son vrai nom nous serait inconnu. Son père, Celtilos, puissant chef Arverne, est accusé de vouloir remettre en place une royauté en sa faveur. Alors, il est brûlé vif. Ça me rappelle quelqu'un. La Gaule est partagée entre plusieurs peuples en majeure partie celtes. Ils vénèrent des dieux différents, parlent des langues différentes et ont des cultures différentes. En plus de cela, ils passent leur temps à se faire la guerre. Maintenant, un peu de démystification. Tout d'abord, les Gaulois, ils ne se disent pas Gaulois. C'est les Romains qui les appellent comme ça. Ensuite, chez ces peuples, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas question de moustache. Ce n'est pas quelque chose de courant. Tout comme les ailes et les cornes sur les casques. Ça aussi, c'est de la pure fiction. Et puis, pas de sanglier au banquet. C'est sacré le sanglier. Par contre, les banquets, ça c'est vrai. Caius Iulius Caesar naît le 12 ou 13 juillet 100 avant Jésus-Christ dans une famille patricienne, c'est-à-dire dans une famille de classe supérieure. Malgré tout, sa famille n'est pas très riche et célèbre à sa naissance. Le jeune Romain grandit dans une Rome troublée, avec la première guerre civile. Il enchaîne les conquêtes militaires un peu partout pour se faire un nom et s'intégrer dans la vie politique et militaire de Rome. Il accumule les fonctions et forme le premier triumvirat, une alliance politique qu'il entreprend avec Crassus, l'homme ayant affaibli grandement les armées d'esclaves menées par Spartacus, et Pompée, l'homme le plus en vue en ce moment, qui a fini le travail de Crassus et qui revient de plusieurs conquêtes victorieuses. César renforce l'alliance en mariant sa fille à Pompée. Cet accord a pour objectif l'élection de Jules César au consulat de 59 avant Jésus-Christ. Après quelques magouilles, César, une fois à la fin de son consulat, obtient les provinces d'Illyrie et de la Gaule cisalpine, ainsi que 3 légions, soit environ 15 000 fantassins et 1500 cavaliers. Suite à un heureux concours de circonstances, César obtient en plus la Gaule transalpine et une légion supplémentaire. Bon, déjà il faut savoir que les Gaulois et les Romains ne sont pas ennemis à ce moment. Les clans peuplant ce qu'on appelle la Gaule ont un grand savoir-faire dans le travail des métaux, des tissus, du bois et de l'agriculture. Alors il y a beaucoup de commerce, les Romains fournissant du vin, beaucoup de vin, et d'autres produits en échange de l'artisanat gaulois et d'esclaves. Ces esclaves proviennent des prisonniers faits dans les batailles entre les clans. Une forte influence romaine s'empare des peuples frontaliers. Dans le passé, Vercingétorix aurait rejoint les contingents gaulois qui travaillaient pour l'armée romaine, pour renforcer la cavalerie. Ce qui signifie que ce jeune Arverne connaît les Romains et leur manière de faire la guerre. Il connaît aussi sûrement César qui le traite de traître dans ses textes. Tout commence en 58 avant Jésus-Christ. Les Helvètes, installés dans les actuelles Suisses, prennent la décision de migrer chez les Santons. Pour ces 300 000 hommes, femmes et enfants, 2 choix s'offrent à eux. Traverser les territoires des peuples gaulois, chemin dangereux puisque certains clans leur sont hostiles. Ou passer par la Gaule transalpine, contrôlée par les Romains. Pas totalement fou, il demande la permission à César de passer, mais il ne répond pas. Tout cela pour gagner du temps. César, voyant une raison d'entamer cette guerre contre la Gaule qu'il convoite tant, s'empresse de détruire le pont de Genua, Genève. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Bon bah je vais essayer le vert sur le blanc. C'est pas ça. Je vais essayer le contraire. Tout en construisant un large mur accompagné de fossés pour protéger la Gaule transalpine. Les Helvètes finissent par abandonner de passer par là. Alors ils prennent une autre direction, les terres des Édouins, qu'ils ravagent. Le truc,
c'est que les Édouins ils sont copains avec les Romains. À la boulette. Et c'est avec grand plaisir que César vient les défendre. Une poursuite s'engage pendant une dizaine de jours avec des escaramouches incessantes entre les cavaleries. Finalement, tout prend fin à Bibracte où 40 000 Romains font face à 90 000 combattants et helvètes. Tout d'abord, les poursuivis stoppent la cavalerie romaine et dans la foulée attaquent les légions qui les repoussent. Ils fuient et se replient en espérant qu'on leur vienne en aide, mais personne n'arrivera. Les Romains les massacrent et les renvoient en Suisse, au point de départ. Dorénavant, ils ne sont plus que 100 000. Après ces victoires, de nombreux clans gaulois envoient des ambassadeurs chez Jules César pour le féliciter et le remercier. Plus haut, autour du Rhin, les Germains terrorisent, gagnent du territoire et massacrent. C'est sans compter sur César que les ambassadeurs gaulois ont appelé. Arioviste, le chef germain, traverse le Rhin et projette une conquête de la Gaule. Après d'infructueuses négociations, c'est en Alsace qu'une bataille démarre. C'est une victoire romaine qui pousse Arioviste à retourner outre-Rhin. Une frontière entre la Gaule et la Germanie est alors faite, le Rhin. En 57 avant Jésus-Christ, les peuples de Belgique se méfient de César et se rassemblent. Ils avaient raison. Comme pour asseoir son autorité, le général romain les attaque et obtient après plusieurs affrontements la Gaule belge. Au même moment, l'armée romaine s'en prend à la côte atlantique, obtenant la soumission des Vénètes, Unelles, Coriosolites et autres peuples d'actuelle Bretagne française et Normandie. Dans les années qui suivent, les Romains vont un peu partout en Gaule taper sur tout ce qui bouge, dans les Alpes, sur la côte atlantique, encore une fois chez les Germains, le Nord, etc. Ils vont même essayer d'aller en Grande-Bretagne par 2 fois, sans grand succès. Les années passent et de plus en plus les Gaulois en ont marre que les Romains s'occupent de leurs affaires. Des révoltes éclatent en -53, si bien qu'une légion entière se fait massacrer. Bien décidé à ne pas abandonner, César revient avec 3 légions supplémentaires prêtées par Pompée pour remplacer celles perdues. Des combats se déroulent pour mater les rébellions, mais en -52, un illustre chef de guerre fait son apparition. Exilé de sa ville natale il y a plusieurs années pour avoir pris le parti anti-romain dans la ville de Gergovie, majoritairement pro-romaine, Vercingétorix revient à la tête d'une armée de Gaulois de classe inférieure. De fil en aiguille, il se fait accepter par les nobles. Il lève une puissante insurrection et de très nombreux peuples de Gaule le rejoignent sous sa bannière. Vercingétorix connaît l'armée romaine et sait très bien qu'il perdrait tout s'il devait livrer un affrontement direct. Alors, il adopte plusieurs techniques. Déjà, une stratégie de terre brûlée. En effet, les Romains avaient de quoi se ravitailler un peu partout en Gaule. Alors pour contrer cela, on brûle ces points de ravitaillement. Ça a pour résultat de faire largement ralentir les armées et ça ne leur facilite pas la tâche. Ensuite, une stratégie d'harcèlement est mise en place. Les cavaliers gaulois font des raids éclairs sur des garnisons isolées et des détachements en déplacement. Tout cela dans le but d'affaiblir les armées romaines et surtout de leur détruire le moral. Quelques villes refusent de détruire leurs provisions, comme Avaricum, aujourd'hui Bourges, qui se fait alors assiéger. Les Romains gagnent et s'emparent des réserves de la ville. Pour continuer d'embêter du Romain, Vercingétorix fait sauter quelques ponts. Mais finalement, César arrive à Gergovie. Les Gaulois sont retranchés dans l'Oppidum, qui est un lieu fortifié et sur une montagne, rendant l'endroit difficile d'accès à un envahisseur. En 52 avant Jésus-Christ, César installe son camp au sud-est de Gergovie, le grand camp romain. Les Gaulois, trop nombreux, ne sont pas tous dans l'Oppidum. Plusieurs camps sont mis en place sur des plateaux et des collines non loin de la cité. César est accompagné de 6 légions, ainsi que d'unités auxiliaires. Des soldats auxiliaires sont des soldats de nationalité étrangère qui servent aux côtés de l'armée nationale. Il a comme troupe auxiliaire des cavaliers édouins, qui sont l'un des seuls peuples à ne pas s'être encore ralliés à Vercingétorix. Une nuit, les Romains s'emparent d'un camp gaulois, sur une colline, qu'ils relient au grand camp par un fossé et des palissades. Dans un premier temps, César envisage de tromper l'ennemi. Il envoie des mules avec des hommes qu'il déguise en soldats vers l'ouest, avec comme consigne de faire beaucoup de bruit. Il voudrait que le gros des forces gauloises se masse du même côté, ce qui se réalise. Par l'intermédiaire du petit camp, plusieurs légions foncent sur les camps allégés de leurs occupants par la ruse. Mais rapidement, les Gaulois se replacent correctement pour défendre Gergovie et les places alentours. 3 camps sont arrachés aux Gaulois, et César sonne la retraite, et la fin du combat. Mais ces hommes au plus près des lignes ennemies n'entendent rien. De plus, ils sont en mauvaise position, et largement affaiblis. Il est alors décidé d'envoyer la cavalerie édouine, comptant environ 10 000 hommes, mais ces cavaliers gaulois bien caliés sèment la confusion chez les Romains, qui pensent avoir affaire à des Gaulois ennemis. De violentes contre-attaques font rage, et les Romains sont défaits, et perdent leur position durement gagnée. Ils rentrent au camp,
et Vercingétorix fait cesser les attaques de ses unités, voulant éviter un affrontement dans la plaine. Les Romains abandonnent l'assaut de Gergovie. Les pertes gauloises sont inconnues. César, lui, avoue avoir perdu 700 hommes et 46 centurions, des sortes d'officiers. Mais ces chiffres sont sûrement vus à la baisse. C'est la première défaite de Jules César. Toujours en 52 avant Jésus-Christ, mais cette fois-ci à Lutèce se joue une autre bataille décisive. Lutèce, c'est la ville des Parisis, actuellement située vers Paris. Certains ont tendance à placer cette ville sur l'île de la Cité. César envoie Titus Labienus et 4 légions prendre la ville. Comme vu à Gergovie, les Gaulois ont l'habitude d'installer leur ville sur des places faciles à défendre. Gergovie sur un plateau, et maintenant Lutèce, entourée par la Seine, avec 2 ponts pour relier la cité aux 2 côtés du fleuve. Les Parisis demandent de l'aide et plusieurs peuples alentours arrivent à la rescousse. Camillogène, un vieux chef de guerre gaulois avec une renommée monstre, prend les rênes pour mener à bien cette bataille, mettre en déroute les Romains. Il fait brûler le pont qui le relie à la rive gauche, ce qui lui donne du temps pour se renforcer. En plus de ça, les Romains mettent un temps fou à arriver. La région est couverte de marécages et des hommes s'y noient. Une fois en face de la ville, Camillogène et ses hommes sont prêts à en découdre. Si bien qu'ils mettent en déroute rapidement Titus Labienus et ses soldats. Le lieutenant de César ne compte pas en rester là. Il suit la rive de la Seine et arrive devant Metellocédum. Si vous avez bien suivi, vous pouvez deviner ce qui va se passer. Le pont est détruit, ainsi que la majeure partie de la ville. Les habitants fuient et rejoignent Camillogène resté à Lutèce. Titus Labienus traverse tant bien que mal et pille ce qu'il reste de la ville. Une fois les Romains sur la rive droite, et sachant qu'ils vont remonter vers Lutèce, que font les Gaulois? Plus de pont, plus de ville. Camillogène et ses hommes s'installent sur la rive gauche de la Seine, face aux ruines de la ville. Titus, lui, fait de même, mais sur la rive droite. Les armées se contemplent, la Seine les sépare. Dorénavant, les Romains ont un nouveau souci, les Bellovaques, qui peuvent arriver d'une seconde à l'autre, du nord, ce qui les anéantirait. Quelques jours s'écoulent sans que les armées ne bougent, et le lieutenant cherche une solution. Une idée lui vient. Il scinde son armée. Tout d'abord, il envoie des troupes en direction de Metellocédum, capter l'attention des Gaulois. Titus Labienus et la majeure partie de ses hommes partent vers l'ouest. Tout laisse à croire que cette manœuvre est une retraite. Sauf que la nuit tombée, et sous un orage violent, les Romains accostent sur la rive gauche. Camillogène ne remarque cela que trop tard. Il envoie quelques hommes à Metellocédum et part avec la grosse partie de son armée en direction des Romains. L'affrontement final s'engage dans la plaine. Les troupes s'entrechoquent avec une violence inouïe. Les chefs combattent aux côtés de leurs hommes. Camillogène meurt l'arme à la main. Les Celtes, malgré leur sous-effectif, tiennent tête, mais la cavalerie romaine qui les contourne vient décapiter les derniers espoirs. Les pertes de cette bataille sont inconnues. La plaine où se sont affrontés les 2 camps serait actuellement le champ de Mars, l'emplacement de la tour Eiffel. Les Édouins. Jusqu'à là, alliés des Romains, se rangent avec Vercingétorix. Hormis un très faible nombre de peuples, ce chef gaulois a réussi à unifier pour la première fois la Gaule tout entière, qui à l'origine se faisait la guerre. Avec près de 15 000 cavaliers, les Gaulois harcèlent l'armée romaine et espèrent l'affamer en brûlant les récoltes. Les peuples frontaliers à la Gaule transalpine menacent ce territoire moins protégé. De son côté, César, après sa défaite de Gergovie, rejoint son lieutenant victorieux. Dorénavant, 12 légions sont sous les ordres du général romain. Cela fait un total d'environ 60 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Pour combler les faiblesses de son armée, il convoque des cavaliers germains, des mercenaires. Ils sont donc payés pour se battre. Plusieurs problèmes surviennent et contraignent César à se replier en Gaule transalpine. Avec son armée, il part vers le sud, et Vercingétorix y voit un moyen de l'affaiblir. Alors avec 15 000 cavaliers, il fonce sur les légions, mais c'était sans compter sur les cavaliers germains, qui créent la surprise et qui défait cet assaut. La contre-attaque est violente, si bien que les Gaulois se replient dans l'oppidum d'Alésia. « 90 000 guerriers sont retranchés à Alésia. Ils en ont seulement pour 1 mois de provisions, et César se décide à assiéger la ville. Il est en sous-nombre et ne peut donc pas tenter un assaut direct. Alors il crée des fortifications. Dans un premier temps, Vercingétorix se résigne à un combat en face à face. Il envoie ses troupes sur les légions romaines et les domine, jusqu'à l'arrivée des cavaliers germains. Les pertes sont lourdes et les Gaulois, défaits, rentrent à l'oppidum. Dans la nuit, les cavaliers gaulois sortent et partent chercher des renforts. Alors, une première ligne de remparts qui empêche les assiégés de s'enfuir est construite. C'est la contrevallation.
Ensuite, une deuxième ligne tournée vers l'extérieur empêche la venue de renforts. C'est la circonvallation. Tous les Gaulois se retrouvent dans l'oppidum, contrairement au siège de Gergovie, où plusieurs camps avaient été édifiés autour de la ville. Ce nombre important d'hommes dans l'oppidum entraîne un autre problème, celui des provisions. Ça fait plus de bouches à nourrir. Et en plus de cela, César a son armée au complet cette fois. Des pièges et des fossés sont disposés autour des fortifications. Après plusieurs semaines, les renforts gaulois arrivent et s'installent sur une montagne excentrée. César dénombre 240 000 fantassins et 8 000 cavaliers. Le lendemain de leur arrivée, ces hommes se positionnent dans la vallée face au rempart. Vercingétorix lui ordonne à ses guerriers de sortir de l'oppidum pour qu'une attaque se fasse des deux côtés des fortifications romaines. César place certaines unités sur la plaine et les affrontements commencent. Du début d'après-midi à la tombée de la nuit, les coups pleuvent et c'est finalement les Gaulois qui se retirent. Sûrement à cause de la cavalerie germaine qui, encore une fois, a fait pencher la balance du côté romain. Le jour suivant, l'armée gauloise de secours fabrique des outils permettant un assaut des remparts. Des échelles, des harpons et des passerelles. Tout cela est utilisé à la nuit tombée, où comme la dernière fois, les Romains se font attaquer par les deux côtés. C'est une véritable boucherie. Dans la nuit noire, les camps se tapent dessus, sans savoir si le gars d'en face est bien un ennemi ou si c'est le copain. Encore une fois, les Gaulois reculent et reviennent à leur campement. Le lendemain, une autre tactique est réalisée. 60 000 Gaulois font un long détour pour attaquer les Romains par le nord, un endroit jugé moins protégé. Le reste de l'infanterie prend position dans la plaine. Les défenses romaines sont alors étirées, et bien entendu, Vercingétorix et ses hommes sortent et atteignent rapidement la contrevallation. Les Romains faiblissent et César, voyant que la situation ne tourne pas en sa faveur, envoie Titus Labienus aux commandes, avec 3600 légionnaires. De plus, César se rapproche des combats pour impacter moralement et commander ses infanteries en difficulté. Le chef gaulois et fin stratège retire ses hommes de la contrevallation nord pour attaquer celle au sud. L'effet de surprise est important, les défenses ne tiennent plus à grand chose. Les unités sont envoyées contrer le mouvement de Vercingétorix. Dans le même temps, les Gaulois remontent et Titus Labienus a besoin de renforts. César arrive et ordonne à ses unités de contourner pour arriver dans le dos des Gaulois. Cet affrontement est décisif et il est d'une violence rare. Les Germains contournent et fondent sur les Gaulois qui sont massacrés. Cette défaite sonne la fin du siège dans les heures qui suivent. Le restant de l'armée de secours fuit et une partie, rattrapée par la cavalerie de César, est mise en esclavage. De son côté, Vercingétorix capitule. Les assiégés jettent leurs armes. Vercingétorix est fait prisonnier. La fin de ce siège ne marque pas la fin de la guerre des Gaules. Il y aura encore de nombreuses révoltes qui seront toutes écrasées. En moins 51, la Gaule est véritablement conquise et devient une province romaine. Cette guerre des Gaules aura fait plusieurs dizaines de milliers de victimes chez les Romains, 1 million de morts chez les Gaulois et presque autant de prisonniers. Les Germains, quant à eux, auraient perdu 80 000 soldats. César est couvert de gloire alors que Vercingétorix croupit dans les prisons durant 7 longues années. Il est sorti de sa geôle pour être présenté au triomphe de César. Il était de coutume que les chefs romains victorieux défilent dans la ville de Rome avec les biens pillés et les esclaves pour montrer sa gloire. Nous ne connaissons pas réellement la mort de Vercingétorix. Certains affirment qu'on l'a laissé mourir de faim. Il aurait été exécuté dans sa prison discrètement pour ne pas qu'il subisse l'humiliation de se faire exécuter en public. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner le profond respect entre Jules César et Vercingétorix. Ces chefs, bien qu'ils se soient fait la guerre, ne se détestent pas. Au contraire, on soupçonne même une amitié. Voilà, c'est sur ça qu'on va arrêter cette vidéo. Au départ, je voulais la consacrer à Vercingétorix, mais ça aurait été trop léger. Alors j'ai un peu changé le format pour finalement vous expliquer la guerre des Gaules et l'affrontement entre ces deux chefs. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu, et ne pas hésiter à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, portez-vous bien.